Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, nouvelle question de Valentin BG du 30. Dès une cour, ça fait un an que je fais de la muscu et on m'a dit qu'il fallait que je prenne des protéines et en fait à quoi ça sert? Salut à toi Valentin et merci pour ta question. Alors premièrement, une protéine, qu'est-ce que c'est? Une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. On va les retrouver dans les aliments d'origine animale ou végétale. Les protéines que nous utilisons dans la musculation sont en réalité extraites des aliments que nous consommons, tels le lait, les œufs ou la viande. Après la consommation d'un aliment, les protéines contenues dans ce dernier vont être assimilées par notre organisme et dégradées en acides aminés. Ces acides aminés vont être utilisés pour synthétiser nos propres protéines. En effet, les protéines vont être codées par notre ADN grâce au code génétique qui va permettre l'expression de nos gènes. Dame Hugo, j'ai bientôt un partiel de biochimie et je comprends pas trop comment se forme une protéine. Est-ce que tu pourrais m'aider? Bim! Je t'ai bien eu, hein? Non, c'est bon. Bon, mais là je dis bim. Hein? Pour répondre à ta question, j'ai contacté des biochimistes qui sont spécialisés dans la structure et le rôle des protéines et qui vont nous expliquer les différentes étapes de la formation de ces protéines. Premièrement, l'ADN est une molécule double brin dont le rôle est de porter l'information génétique. C'est un enchaînement de nucléotides complémentaires. Donc un nucléotide, qu'est-ce que c'est? C'est une base azotée, un sucre et 3 phosphates. Il en existe 4 types, A, T, C et G. L'ADN exprime son information génétique en produisant des protéines. C'est aussi une molécule fragile qui a donc besoin d'être conservée dans le noyau. Or, toutes les structures de synthèse des protéines se trouvent dans le cytoplasme. On a donc besoin de fabriquer un intermédiaire à l'ADN qui peut aller dans le cytoplasme afin d'exprimer l'information génétique. L'intermédiaire est l'ARN. Il est fabriqué au cours d'un phénomène appelé la transcription qui respecte les règles de complémentarité. Donc C et G sont complémentaires l'un de l'autre, A est complémentaire du T et l'uracile U qui finit en une base spécifique à l'ARN va remplacer T. Toutes les régions de l'ADN ne sont pas transcrites avec la même intensité. En effet, dans un organisme pluricellulaire, chaque cellule a sa tâche particulière et a donc besoin d'un répertoire de gènes sélectivement exprimés. Donc la transcription est faite en fonction des besoins de la cellule. Ainsi, on trouve deux types de gènes. Les gènes de maintenance, donc ce sont des gènes constitutifs qui sont exprimés par toutes les cellules à des taux plus ou moins constants, on les appelle les gènes ubiquitaires. On trouve aussi les gènes spécialisés qui sont exprimés à des taux fortement réguliers. La transcription commence quand les ARN polymérases, qui sont des protéines permettant de réaliser la transcription, se fixent sur des régions spécifiques de l'ADN, les promoteurs, situées en amont de la zone à transcrire. Elles reconnaissent ces régions grâce à des complexes protéiques, appelés les facteurs de transcription généraux. Les ARN polymérases vont venir se fixer sur le brin et se déplacer du sens 3' vers le 5' afin de polymériser les ribonucléotides du brin transcrit. L'ARN est donc une molécule simple brin qui va venir sortir du noyau par les pores nucléaires de l'enveloppe. Elle va servir de matrice à la production de protéines, mais va devoir d'abord subir une étape de maturation avant de sortir du noyau. Chez les eucaryotes, les ARN prémessagers vont subir une maturation qui s'effectuera en présence d'ARN polymérase 2. Certains fragments, les introns, sont éliminés, tandis que d'autres, les exomes, sont conservés puis recollés pour former l'ARN messager. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'épissage. Un ARN prémessager peut subir des maturations différentes, conduisant à des ARN messagers différents et donnant naissance à des protéines différentes. C'est ce que l'on appelle les phénomènes d'épissage alternatifs. Les ARN messagers issus des ARN prémessagers sont ensuite envoyés dans le cytoplasme. Il faut savoir qu'un ARN prémessager, selon sa maturation, va donner un ARN messager différent, qui va par la suite donner une protéine différente. Le phénomène de maturation comprend l'ajout d'une coiffe cap et d'une queue polia, permettant la sortie et la protection de l'ARN. L'ensemble des protéines d'une cellule constitue son phénotype moléculaire, dépendant de son génotype, c'est-à-dire de l'expression de l'ensemble de ses allèles. Toutes les cellules de l'organisme possèdent le même génotype, mais un phénotype moléculaire différent, ce qui leur donne leur fonction. 3 nucléotides de l'ARN forment un codon qui va correspondre à un acide aminé au sein de la protéine. Il s'agit du code génétique. Ce code génétique est dit universel puisqu'il est identique à la quasi-totalité des êtres vivants. Il est également univoque, c'est-à-dire qu'un codon va correspondre à un acide aminé. Il est également redondant puisqu'il y a 64 codons pour 20 acides aminés.
Ainsi, un acide aminé peut être codé par plusieurs codons. Il s'agit de la dégénérescence du code génétique. Les codons ont deux caractéristiques. Ils sont non chevauchants, c'est-à-dire qu'une même base ne peut pas appartenir à deux codons différents et sont contigus. Il ne peut donc pas y avoir de base seule entre deux codons. Il existe trois codons stop qui sont les codons UAA, UGA et UAG qui marquent la fin de la traduction de l'ARN puisqu'ils ne correspondent en fait à aucun acide aminé. Il existe un autre ARN qui est l'ARNT. Il est qualifié de ARN de transfert car il permet le transfert de l'acide aminé dans le polypeptide. Il permet de relier l'information portée par l'ARN-M et les acides aminés puisqu'il est capable de reconnaître et de se lier aussi bien aux codons qu'aux acides aminés. L'ARNT est porteur de l'anticodon qui va s'appareiller de façon complémentaire au codon porté par l'ARN-M, ce qui va permettre de faire correspondre un acide aminé à un codon. Lorsque l'appariement codon-anticodon se fait dans le ribosome, ce dernier va ajouter l'acide aminé à la protéine en cours de synthèse. Dans le cytoplasme, l'ARN-M est pris en charge par des ribosomes qui assurent la liaison des acides aminés en suivant le code génétique. Il s'agit de la traduction. Les ribosomes sont constitués de protéines et d'ARN ribosomales. Cette molécule lie les nucléotides 3 par 3 et fait la liaison entre les codons et les anticodons, ce qui permet la synthèse des protéines. La traduction s'effectue en 3 étapes: l'initiation, l'élongation et la terminaison. L'initiation est la rencontre entre un ribosome et l'extrémité 5' de l'ARN-M. Lors de l'initiation, il y a d'abord la formation d'un complexe ternaire. La protéine EIF2 va se fixer à l'ARNT spécifique de l'initiation, c'est-à-dire l'ARNT qui va être capable de reconnaître le facteur d'initiation. Ce complexe va ensuite se lier à la sous-unité 40S, ce qui va permettre de se fixer à l'ARN-M au niveau du codon AUG. La sous-unité 40S peut alors venir se fixer à cet édifice. L'étape suivante est l'élongation. Entre la grande et la petite sous-unité, un canal M forme le site de l'ARN-M. La grande sous-unité comporte deux sites, le site P et le site A. Il y a tout d'abord une étape de positionnement. Le site P est occupé par l'ARNT d'initiation et le site A est libre. Par la suite, le facteur EF1 va aider l'ARNT suivant à se positionner sur le site A. L'étape suivante est l'étape de transfert. En effet, les deux ARNT sont côte à côte et le peptidyle transférase va transférer l'acide aminé 1 porté par son ARNT sur le carbonyle du deuxième acide aminé. Cela va ainsi allonger la chaîne peptidique d'un acide aminé et l'ARNT placé dans le site P sera libéré de son acide aminé. L'étape suivante est l'étape de translocation. Le facteur EF2 va amener le complexe acide aminé 1, acide aminé 2, ARNT2 dans le site P et le ribosome va se déplacer de 3 bases. Dans le même mouvement, l'ARNT est chassé. Ainsi, le ribosome se trouve dans une configuration analogue à la configuration initiale, prêt à recommencer le même processus avec le site P occupé et le site A libre. Ainsi, la chaîne polypeptidique va s'allonger de proche en proche. La dernière étape est l'étape de terminaison. Le ribosome progressant vers l'extrémité 3' va finir par rencontrer un codon de terminaison, ce qui va arrêter la synthèse protéique. Un facteur de relargage va reconnaître le signal de terminaison, ce qui va entraîner la libération de la chaîne polypeptidique et l'ARN-M et le dernier ARNT vont se détacher du ribosome. Dis-moi Hugo, comment les protéines le font pour contracter mes muscles? Comme nous l'avons vu précédemment, les protéines passent par différentes étapes de formation. Cependant, les protéines vont également assurer différentes fonctions au sein de l'organisme et vont donc devoir adopter une structure 3D qui va définir leurs fonctions. Il existe différents niveaux de structure d'une protéine. La structure primaire correspond à l'enchaînement des acides aminés dans la protéine. Ces acides aminés sont liés par ce que l'on appelle des liaisons peptidiques. La structure secondaire d'une protéine correspond à l'organisation spatiale de la chaîne polypeptidique. Elle va être stabilisée par des liaisons hydrogènes et il va en exister différents types. En effet, après la traduction, les protéines ne sont en réalité que des chaînes polypeptidiques linéaires qui vont devoir prendre une forme 3D afin d'obtenir leur fonction. L'hélice alpha, c'est le nom donné à la chaîne polypeptidique lorsqu'elle prend une forme d'hélice. Les chaînes latérales notées R pointent vers l'extérieur de l'hélice
tandis que l'intérieur de l'hélice forme un cylindre creux. Lorsque la chaîne polypeptidique est étirée au maximum et qu'elle est organisée sous forme de feuillet antiparallèle ou parallèle, on l'appelle feuillet bêta. L'épingle bêta, c'est un coup de brusque dans la chaîne polypeptidique, qui est souvent dû à la présence de proline. La pelote statistique, quant à elle, c'est une zone de la chaîne polypeptidique à structure non définie. La structure tertiaire correspond à l'assemblage des différentes structures secondaires de la protéine. Elle est essentielle car elle permet à la protéine de réaliser sa fonction. La structure tertiaire est stabilisée par des liaisons faibles. Il y a les liaisons hydrogènes, les interactions ioniques, les interactions de Van der Waals, les interactions hydrophobes et les ponts disulfures. Il existe des protéines qui possèdent une structure quaternaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un assemblement de différentes chaînes polypeptidiques que l'on va appeler sous-unités. Ces protéines vont être aussi appelées protéines multimériques. Par exemple, une protéine appelée la myosine intervient lors de la contraction musculaire. En effet, sa structure 3D lui permet d'avoir des têtes qui s'accrochent à l'actine, une autre protéine présente dans les muscles, et permet la contraction musculaire. Et voilà les gens, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci aux scientifiques Valou, Matou et Guitou. N'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus et de commentaires en bas de la vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!